Bonjour à tous, j'ai eu le plaisir de participer à un article collaboratif sur le blog de Danilo Duchesne. Et en fait, il y avait une vingtaine d'experts qui ont partagé ensemble leurs plus grosses erreurs sur les médias sociaux. Alors, je vous ai fait une petite sélection, il y a des idées qui sont vraiment intéressantes. Je vais vous faire une sélection d'à peu près 6 personnes qui ont une réflexion qui est assez intéressante et que je vous conseille de mettre en application. Le premier, en fait, c'est Olivier Monteux, tout simplement, qui indique quelque chose de très simple et qui est pourtant pas souvent suivi assez, c'est que le contenu que vous produisez doit être pris en compte dans le cadre d'un tunnel de vente. C'est-à-dire que si vous produisez un article de blog, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est pas pour écrire un truc. Vous devez en fait savoir si ça va vous permettre de générer plus de ventes. Alors en fait, bien sûr, il y a les différents niveaux. En fait, tout simplement, ce qu'on appelle le tofu, hein, c'est tout simplement essayer de rendre conscient les prospects qu'ils ont un problème. Donc là, en fait, vous êtes plutôt dans la problématique. Ensuite, le MOFU, qui est tout simplement convertir les clients conscients en leads. Par exemple, vous leur proposer un guide d'achat, un livre blanc sur comment bien choisir sa solution de X, Y, Z. Et après, en fait, il y a des objectifs. Tout simplement, on va convertir en client. C'est par exemple du contenu qui est trouver une solution de X pas cher, mettre en place un produit pas cher, choisir X ou Y, lequel choisir, ou mon avis sur tel produit. Donc en fait, il faut toujours se dire, voilà, je vais créer du contenu pour alimenter mon tunnel de conversion. Alors c'est encore plus vrai dans le domaine du contenu, puisqu'en fait, moi, à chaque fois que je vois comme ça un blogueur ou une entreprise, je me dis, ok, d'accord, tu as un site internet, est-ce que tu as déjà sur ton blog ou ton site web un bonus en fait que tu mets en téléchargement pour tout simplement récupérer les coordonnées du prospect. Alors le plus souvent, il y a quelque chose, souvent c'est pas dans toutes les pages, donc le but c'est d'aller le mettre dans le plus de pages possible, de manière harmonieuse et surtout contextuelle. Donc ça veut dire que par exemple dans une page sur un produit A, on va mettre un bonus sur un produit de thématique produit A, et sur un produit B qui est totalement différent, on mettra un bonus produit B. Par exemple, ça peut être sur bien choisir un CRM, ça peut être un guide sur le CRM, un guide d'achat, un cahier des charges, une checklist, etc., etc. Et puis sur une autre page, ça peut très bien être comment gérer un projet. Voilà. Donc en fait, on va avoir différents bonus. Et derrière, en fait, on va avoir un minimum de 7 messages qui vont être envoyés et qui vont avoir pour objectif de concrétiser la vente. Et il faut que ces 7 messages en fait soient liés au bonus principal. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire le même la même séquence d'emails pour un produit A ou un produit B. Si par exemple vous vendez un produit haut de gamme ou un produit bas de gamme, si vous vous adressez à une cible A ou une cible B, vous n'allez pas mettre derrière la même chose. Exemple, sur mon blog, vous avez en fait un tunnel de vente sur tout ce qui est chatbot, où en fait les gens téléchargent une checklist et après ils reçoivent un certain nombre de messages avec des témoignages, des conseils, etc. etc. Ensuite, ils ont par exemple un bonus sur le blogging, c'est 21 jours pour bloguer comme un pro. Et là en fait ils reçoivent 7 messages avec du contenu sur le blogging, comment on réussit sur le blogging, bien sûr des offres promotionnelles, de demandes de rendez-vous qui arrivent à ce moment-là. Donc c'est vraiment important de se dire que je vais créer du contenu, mais en priorité je vais créer du contenu derrière le bonus quand j'aurai récupéré les coordonnées pour convertir. Donc comme je disais, toujours un minimum de 7 messages avec des appels à l'action très très clairs. Voilà. Donc ça c'est la première chose. J'aimais bien aussi Julien Bréal qui a raconté un truc assez intéressant. Et d'autres d'ailleurs l'ont dit derrière, c'est tout simplement qu'il faut raconter des histoires, il faut mettre de l'humain, il faut mettre de l'émotion. Souvent en fait quand on est sur un blog ou qu'on rédige du contenu, on reste très corporate, on reste vraiment très aseptisé, on parle pas d'émotion, on parle pas de sentiments. Or pourtant c'est comme ça en fait qu'on arrive à le faire. Donc moi en fait, je l'ai traduit très simplement sur mon site internet. Sur mon site internet maintenant les articles de blog c'est je, hein, j'essaie de dire j'essaie de mettre en avant les personnes, j'essaie de mettre de l'émotion en disant voilà je trouve ça pas terrible, c'est une erreur importante, etc., etc. En mettant des choses comme ça marche pas mal. Sur la vidéo et le podcast, j'essaye d'être plus amical. Par exemple, des fois, de temps en temps, il y a quelques petites insultes qui fusent dans mes vidéos, si vous m'écoutez régulièrement et mes podcasts. Et en même temps, en fait, j'essaye de parler un petit peu de ce que je fais moi. On voit un peu plus ma tête, on voit un peu ce que je dis, on donne des exemples et des choses comme ça. Donc j'hésite pas comme ça à donner aussi un peu d'humour, etc. Donc c'est important en fait de mettre de l'émotion et on va pas juste faire un truc trop aseptisé. Ça c'est vraiment important. Alors après, j'aimais bien aussi Lionel Clément qui a raconté un truc qui est pas mal, c'est qu'il faut pas trop automatiser. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place il y a, on va dire, 6 mois, 9 mois. Auparavant en fait j'avais tout en automatique, c'est-à-dire que je publiais un article, c'était republié automatiquement sur Twitter,
Twitter, c'était publié sur Facebook et c'était publié sur LinkedIn. Et en fait, je me suis rendu compte que, ok, pour Twitter c'est pas mal parce qu'en fait on est vraiment dans l'automatisme et puis bon, les gens ne sont pas vraiment entre guillemets derrière leur écran Twitter à regarder tout le temps. Même si on voit que plus on tweet, plus on va en fait avoir de trafic et de visites. Donc tu vois, autant sur Twitter, moi ça me gêne pas d'automatiser, de faire 10 tweets dans la journée, ça n'a aucun problème. Par contre, sur Facebook et sur LinkedIn, clairement, j'ai réduit un petit peu la cadence et j'ai réduit l'automatisation. Et j'essaye souvent en fait quand je fais un contenu, de faire un contenu un peu plus long, à la fois en texte, en description, j'essaie de mettre par exemple quelques paragraphes de l'article de blog, etc. Sur Facebook et sur LinkedIn. Et ça marche pas mal et c'est vraiment intéressant parce que on est un peu plus dans des réseaux où il y a vraiment des interactions, des gens qui lisent les choses. Souvent en plus je rajoute des images en plus. Par exemple, quand je publie un article de blog sur Facebook, et ben en fait je rajoute toutes les illustrations que j'ai mis. Et donc en fait ça fait un peu plus qu'un simple article de blog, un lien partagé. J'ai créé du contenu. Alors après il y a certaines astuces qui consistent parfois aussi à dire tiens, à poser une question à la fin du contenu. Et puis parfois aussi c'est intéressant de mettre en commentaire en fait des liens vers différents articles. Donc voilà, par exemple vous mettez une image. Et vous mettez ensuite dans le commentaire, bah voilà, tiens, c'est là qu'il faut retrouver la source de cette image-là, etc. Donc voilà. Donc il faut se dire qu'il faut savoir créer un petit peu du contenu selon les différents réseaux. Alors après, j'aimais bien également bien sûr Catherine Dard qui explique en fait les fondamentaux pour mettre en place un Facebook Live. C'était bien sûr vérifier qu'on a une bande passante suffisante, vérifier qu'on a des bons outils. Par exemple BeLive.tv, c'est vraiment sympa, c'est un petit outil qui permet de faire des interviews et des Facebook Live super pro et c'est quasi gratuit, donc ça c'est vraiment sympa. Et bien sûr ne pas hésiter à diffuser sa vidéo Facebook Live à la fois sur sa page pro et sur son compte perso, et si possible, si vous avez par exemple une tablette ou un iPhone juste à côté, et bien vous diffusez en même temps sur YouTube Live, et là en fait vous allez multiplier les audiences et ça c'est vachement sympa de le faire. Alors faites pas l'erreur que je fais régulièrement je commets l'erreur en fait de mettre à chaque fois en format paysage, c'est à dire que je ne mets pas droit le téléphone alors qu'il faut le mettre droit sur Facebook. Alors, je trouve ça personnellement pas beau, mais c'est important de le faire. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, ce que j'ai fait, c'est que j'avais en fait une interview vidéo avec Lingen Essia de Solopreneur. Et pendant qu'il était en train de mettre son matériel d'interview en place, moi-même je l'ai interviewé sur Facebook Live. Après, j'essaye de diffuser donc sur ma page et sur mon profil perso. Souvent d'ailleurs sur le profil perso, c'est un peu plus efficace. J'aime bien aussi un autre avis, c'est celui de Gabriel, qui est assez intéressant, qui rappelle que sur les réseaux sociaux, on n'est pas chez soi. On le voit bien avec Facebook qui a décidé du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais sur quelques mois, de réduire en fait la portée naturelle des pages. On voit Twitter qui a arrêté et vraiment discriminé beaucoup tout ce qui est automatisation, retweet, message de bienvenue. Bientôt, on va le voir aussi sur LinkedIn, qui va restreindre de plus en plus l'extraction, les messages automatiques, etc. En fait, les réseaux sociaux, c'est pas chez vous, donc c'est super important d'avoir un site internet, un blog et une newsletter avec une liste d'emails pour pouvoir communiquer avec les gens, parce que autrement vous n'aurez plus de possibilités. Par exemple là, avec la mise en place de la loi RGPD, au niveau des chatbots et des messages automatiques, Facebook est en train de travailler dessus aussi. Donc en fait il faut se dire qu'il faut garder sa communauté pour soi-même. Voilà. Alors j'aime bien aussi Brian Peters qui a raconté un truc qui est assez intéressant, c'est que parfois il faut faire de la curation. En fait c'est ce que moi aussi je faisais un peu trop souvent au départ, c'est qu'en fait j'avais tendance à retweeter et à partager uniquement mes contenus à moi. Alors c'est vrai que on se dit mais c'est mon contenu à moi, donc en fait c'est ça qui est le plus intéressant parce que c'est mon expertise et puis voilà. Sauf qu'en fait moi je me suis rendu compte que en travaillant avec 2-3 partenaires où on se relaie de temps en temps des informations, c'est des gens que je connais qui font du bon contenu, et en fait eux aussi se mettent à relayer mes propres contenus à moi. Et grâce à ça, tout simplement, on s'est mis en fait un système de promotion les uns les autres, ou alors tout simplement je trouve du contenu qui est vachement sympa et je le retweet, ça permet tout de suite de lier des liens. Alors, ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire ce que je fais moi, c'est-à-dire d'avoir quelques personnes avec qui vous entendez bien et que vous allez, entre guillemets, faire un partenariat de publication. Et ça, c'est pas mal. Si vous êtes non concurrent, ça permet tout de suite d'avoir plus de visibilité et de bénéficier les uns les autres de votre visibilité. Voilà.
Alors après, j'aimais bien aussi Robin Vezina qui a dit quelque chose d'assez intelligent, c'est que bah voilà, sur Facebook maintenant, si vous voulez vraiment avoir de la visibilité avec vos contenus, il faut accepter de payer un peu. Alors moi je vous conseillerais de ne pas payer énormément, mais payer un minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bah, mettre de temps en temps pour vos meilleurs articles, pour vos meilleures vidéos, une vidéo, un petit sponsoring. Alors attention, moi je vous conseille de faire attention. Par exemple, si vous avez une page fan où vous avez les mêmes personnes que votre newsletter et que vous envoyez à votre newsletter vos contenus, ne sponsorisez pas ces contenus là parce qu'ils les verront de toute façon par votre newsletter. Essayez par contre par exemple de sponsoriser de la visibilité, par exemple pour être visible sur les pages de les fans de vos concurrents, sur des gens qui sont vos prospects types, etc., etc. Donc à vous de décider. Vous pouvez très bien cibler votre page ou vous pouvez tout simplement cibler d'autres personnes. Et vous pouvez même extraire des gens. Par exemple, si vous avez vendu un produit à un certain nombre de personnes, bah vous les ciblez via le pixel Facebook sur leur page de remerciement, et cela après vous leur ferez plus part de vos promos, parce qu'autrement les gens seront un petit peu furax si jamais ils voient ça. Voilà, donc bah, je vais passer maintenant à mon avis à moi. Donc en fait, je vais, sur les 20 en fait, voilà ce que j'aimais bien. Moi ce que j'ai recommandé, c'est simple, c'est qu'il faut se tenir au courant. Chaque mois, un réseau social sort un nouveau truc. Et donc il faut savoir se tenir au courant, être au courant des dernières tactiques. Par exemple, on sait très bien que le live, la vidéo, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'il faut exploiter. Donc en fait, il faut se tenir au courant de ce que l'on peut faire. Par exemple, les listes sur LinkedIn, pendant 1 ou 2 semaines, quand les listes sont apparues, tout le monde s'est dit mais comment tu fais ça? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah, c'est vachement génial. Alors que c'est juste parce que c'est nouveau et que les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, les médias sociaux évoluent énormément, il faut vraiment se tenir au courant des dernières nouveautés et les exploiter. Voilà. Je l'ai dit et les autres le disaient aussi, il faut éviter d'automatiser. Si vous automatisez de trop, ça se verra. Moi en fait j'ai arrêté pas mal d'automatisation et j'essaye en fait de mettre un peu plus de manuel et d'humain. Voilà. Donc mettez de l'émotion, mettez du partage, mettez un petit peu de bonne humeur, etc. etc. Donc c'est vraiment important. Et le dernier point en fait, c'est faites le ROI de vos actions. Mettez en place un outil de tracking comme ClickMeter, comme Link Tracker ou même un Google Analytics pour voir en fait si les personnes viennent et si ça convertit ou pas. Moi par exemple dans mon message de remerciement automatique sur LinkedIn et sur mon message de remerciement automatique sur Twitter, et ben en fait je traque et je vois combien de personnes viennent par ce biais là, et ainsi je me dis ok bah oui ça vaut le coup de continuer sur Twitter, ça vaut le coup de continuer sur LinkedIn, ça vaut le coup de faire ceci, ça vaut le coup de faire cela, et après en fait grâce à ça on va pouvoir mettre en place une checklist. Et moi en fait à chaque fois que je publie un article, bah, j'ai une mini checklist. Alors si c'est un article de base, j'ai une checklist simple, mais si j'ai un article évolué, bah, j'ai une petite checklist en disant bah tu dois faire ça, 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 ça et ça, et en ayant cette checklist là, ça vous oblige à passer un minimum de temps à faire la promotion de vos contenus et pas juste publier et dire oui ok d'accord je ferai la promotion derrière. Donc mettez-vous une petite checklist, hein, vous pouvez faire ça sur un fichier Excel, sur un Evernote, sur un Google Docs, enfin peu importe, vous mettez ça et vous formalisez ça. Et comme ça en fait vous pouvez le faire, et puis si vous n'êtes pas là, il y a un de vos collègues qui le fait également. Voilà. Donc ça c'est vraiment essentiel, et ça vous permet tout de suite d'être beaucoup plus efficace sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, hein, vous pouvez aller sur le blog de Danilo Duchesne et vous verrez en fait le round-up de tous ces 20 experts. Allez, à bientôt, ciao ciao.